Bonjour à tous, c'est Romain, nous sommes le dimanche 3 septembre et dans cette vidéo interview, nous allons parler dans une première partie de l'organisation en prépa, du sommeil et enfin des ambitions en prépa. Voilà, je vous laisse, bonne vidéo. Et clap. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, surtout. Donc là, on va commencer à traiter de l'organisation. C'est un thème qui est assez large, mais on va en parler de différentes manières. Donc d'abord, on pense aux mathématiques quand on parle d'organisation, parce que c'est la matière qui est pour nous la plus importante. Mais comment est-ce qu'on s'organise en mathématiques? Pour moi, en mathématiques, le plus important, c'est vraiment de trier ses classeurs en fonction des grands thèmes de l'année. Donc il y a vraiment 3 grands thèmes. Il y a les probabilités, l'analyse et l'algèbre. Donc c'est un peu comme ça que je procède. Et en fait, au fur et à mesure des chapitres qu'on fait dans l'année, des cours et des TD, j'essaie de les ranger comme ça. Je sais pas comment tu fais toi, Martin. Moi c'est pas trop comme ça, moi je fais vraiment je mets tout ensemble, je différencie pas algèbre, analyse et proba. Vraiment juste, moi je vais dans un classeur et quand le classeur je vois qu'il est trop rempli, je le vide. Mais après quand je travaille chez moi, souvent j'aime bien faire par thème. Des fois par exemple pendant les vacances, je peux faire un peu une journée proba, après le lendemain une journée algèbre, le lendemain une journée analyse. Surtout maintenant, vu qu'on arrive à la fin de l'année, donc on n'a pas mal de chapitres, donc c'est plus facile à faire ça. Au début c'était un peu compliqué, on faisait un peu de manière linéaire, chapitre 1, 2, 3 maintenant. Je suis surtout par thème parce que je pense que c'est plus facile et plus intéressant pour travailler. Ok. Je sais pas si vous c'est différent. Moi, je sépare les exercices des cours. Et Ah j'ai ouais un cahier avec tous les exos, ce qu'elle appelle les exo-cœurs, donc Ouais. les exos classiques, où je les réécris tous, et comme ça, ils sont tous rassemblés. Et ça me permet de bien les apprendre, et donc de séparer le cours des exercices. Ouais, donc tu réécris tous les exercices importants dans un autre cahier. Ouais, comme ça, ils sont tous rassemblés, bien écrits, et je peux y revenir facilement. Vu que c'est ce qu'il faut réviser en priorité, c'est ce qu'elle recommande, la prof elle recommande le cours et les exercices cœur avant un DS, donc comme ça, tous les exos sont au même endroit, c'est pratique. Ouais, c'est plus facile. Moi, je pense que genre à chaque nouveau chapitre, t'es obligé de vraiment apprendre ce chapitre-là, faire les exos de ce chapitre-là, ce cours-là et tout. Mais c'est une fois que ouais, on a l'expérience entre guillemets, genre bah du coup, c'est beaucoup plus facile, même pour nous, de nous organiser des journées ou même des semaines où on travaille vraiment un thème. Et enfin, on a l'impression de beaucoup plus progresser aussi si on se focus sur les chapitres proba par exemple, plutôt que de tout mélanger. Mais après, on est obligé, je trouve, de passer par l'étape on se focus sur un seul chapitre, la semaine où on travaille, parce que même il y a l'école et tout, donc il faut bien préparer l'école. Donc on est obligé de passer par cette étape-là, quoi. Ouais. Je sais pas, est-ce que vous vraiment d'ailleurs pour l'école, vous reprenez ce qu'on a fait un peu sur les chapitres précédents ou c'est un peu une question non? Non, l'école, c'est que le chapitre qui est au programme. C'est après, une fois que t'as plus de colle de maths, tu vas réviser les chapitres sur lesquels t'es un peu en difficulté ou sur lesquels t'as pas trop performé au DS ou au DM. Et aussi, avec le recul, par exemple, les chapitres de début d'année, on voit lesquels sont moins importants que les autres. Sur quelles notions on peut un peu passer vite et sur quelles il faut vraiment revenir parce que ça revient beaucoup. Ouais, là je pense moi aussi particulièrement au deuxième chapitre qu'on a fait dans l'année sur les raisonnements de base. On a fait vraiment de chapitres sur les sommes en fait. C'est là où on commençait un peu à manipuler les sommes. Et ça on l'utilisait partout dans tous les chapitres de l'année. Donc c'est vrai que c'est vraiment une clé importante. Et c'est là, ça par exemple, c'est le genre de chapitres qui sont un peu inclassables dans les classeurs, mais qu'il faut revoir et sur lesquels il faut être à l'aise. Oui, parce que c'est des chapitres où c'est pas vraiment une notion en tant que telle, c'est un outil, donc c'est quelque chose qui va servir partout. Et donc ça, c'est Raisonnement de très base utile. quoi. Ouais, ça. Ok. Et donc, vous disiez, vous, c'est quoi en fait votre tactique quand vous abordez les révisions pour un DS? Là, justement, on peut en parler avec un peu plus de précision parce que on a eu notre concours blanc, je sais pas si vous avez suivi sur la chaîne YouTube, qui a eu lieu il y a 1 ou 2 semaines. Et donc, on a eu 4 jours complets, donc 4 jours qui étaient banalisés pour réviser ce concours blanc. Donc là, on a pu commencer à avoir vraiment des réelles stratégies de révision. Donc, comment est-ce que vous avez abordé ça, vous? Donc, bah, pour ma part, les 4 jours là, c'est. Genre, je sais pas le travailler, mais c'est pas eux qui ont fait la différence par rapport à ce qui était fait avant. Ok. Mais souvent, quand j'ai par exemple, un week-end où j'en ai de libre, j'aime bien le matin faire presque que des maths, genre de 9h jusqu'à midi. Après, l'après-midi, je commence toujours par un peu de SH, j'apprends mon cours. Mais souvent, le SH, je fais des parties de 1 heure parce que j'ai du mal à apprendre le cours pendant plus de 2 heures. Donc souvent, je fais 1 heure SH, 1 heure après 1 heure SH. Et après, en fonction du temps qui me reste, soit je fais un peu de culture G, par exemple de la philo, et un peu d'espagnol et d'anglais, ça dépend du temps qui reste. Ok. Vous séparez, vous, vraiment les Les matières. révisions? Non, je veux dire plutôt, est-ce que vous séquencez, vous faites par exemple une matinée, 1 heure de SH, 1 heure de maths, ou 2 heures de maths, 1 heure de SH, pour couper ou pas? Oui, bah en tout cas, je pense que c'est pareil en ESH. Moi, je suis en AGG et en fait, vu que c'est beaucoup d'apprentissage,
à un moment donné, on n'en peut plus. Enfin, on peut pas accumuler 2 heures à apprendre. Enfin, c'est impossible. Et je trouve que limite, enfin, la matière qui est la plus sympa à travailler, c'est les maths parce qu'on a juste à faire des exos et enfin, il y aura toujours matière à faire sans qu'on soit vraiment en train de plus pouvoir Réfléchir. réfléchir. Mais du coup, moi, par exemple, pour le concours blanc, les maths, par exemple, j'ai ciblé quel chapitre je maîtrisais le moins pour vraiment faire ces chapitres-là parce que, bah, comme dit Martin, en fait, c'est un travail sur toute l'année. Et en gros, quand on arrive juste avant le concours blanc, on peut pas tout refaire, c'est impossible. Du coup, il faut savoir cibler en fait les priorités. Ok. Bah, moi je suis pas trop d'accord parce que j'aime bien faire des grosses sessions de une seule matière, donc ça me dérangerait pas de J'avoue, faire. moi je rejoins un peu Martin sur le coup. Ah, bah, Et surtout sur en fait l'ESH. Moi j'aime bien Ouais. le faire. Justement là en fait je pense surtout à ce week-end. J'ai bien aimé faire des énormes sessions de SH où je bourrinais le cours. Et je mangeais pendant 4 heures, je faisais tout le SH. Et j'avalais, je prenais mon gros entonnoir là. Ouais. Et franchement j'aimais bien. Et justement moi c'est les maths où je sais pas, faire des grosses sessions ça peut être plus difficile. Ouais. Après je pense que ça dépend aussi de nos affinités. Ça dépend de nos affinités en fait, hein. Les matières qu'on aime ou quoi. Moi c'est vrai que comme je suis plus à l'aise en ESH qu'en maths, je vais préférer faire des grosses sessions de ESH. Ça dépend vraiment de nous ça. Mais j'aime bien les grosses sessions parce qu'au début tu rentres un peu dedans, mais une fois que t'es dedans, t'es vraiment très concentré et c'est là où t'apprends le plus et je peux en profiter et y rester le plus longtemps. Et si tu changes de matière, il y a renouveau un temps d'adaptation qui fait que ça peut être compliqué et puis même tu peux te déconcentrer de manière un peu définitive, c'est-à-dire pas réussir à te reconcentrer directement derrière. Ouais. Sur ce, je suis un peu dérivé le sujet, mais ça me fait penser aux fiches. Parce que moi, je sais qu'au début de l'année surtout, j'aimais bien beaucoup ficher. Et après, j'apprenais, mais en fait, je me rendais compte que j'apprenais pas tellement. Et du coup, je me retrouvais avec des fiches, quoi. J'avais passé mon temps à faire des fiches, et puis, mais sauf que je connaissais pas mon cours, mais j'avais des fiches. Et du coup, je me disais, ah super, là, je fais une fiche de SH. Donc, je fichais mon cours de SH, puis je me suis dit, ah, j'ai fait 1 heure de fiche, je fais des maths. Je fiche mon cours de maths, puis je me dis, je fais de l'anglais maintenant. Et finalement, je connais ni mon cours de SH, ni mon cours de maths, et j'ai fait de l'anglais. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose, c'est un peu le vice en prépa, je pense, où on n'a pas non plus tant de temps que ça. Et donc faut réussir à se concentrer et justement faire des grosses sessions d'une seule matière, ça t'oblige. Parce que tu vas pas ficher ton cours pendant 5 heures. Tu le fiches pendant 1 heure et après tu l'apprends. C'est aussi comme ça que je le vois. Après, pour moi par exemple, ficher les maths c'est inutile parce que le cours est déjà une fiche en tant qu'en soi, parce que les cours ils font entre 2 et 5 pages on va dire. Moi, l'avantage que je vois, c'est trier en fait. Moi, c'est ce que je faisais en tout cas. Je triais les notions, du coup, pas les théorèmes, les propositions que je trouvais pas intéressants. Et par contre, tout ce qui était important, les théorèmes, les exemples importants, je les remettais, là je les recopiais. Donc je me retrouvais avec un cours qui finalement faisait une page recto ou une page recto verso. Et là, par contre, je me disais, ça, je le connais par cœur. Ouais, mais en soi, les programmes de colle, c'est un peu. Le principal de ce qu'il faut apprendre, donc je sais pas si. Oui, tu peux noter dans ton cours à côté, tu peux la noter en. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant ? Ouais. Moi, c'est pas le temps de ficher les maths. Ouais, les maths, moi, pour le cours, déjà pour l'apprendre, moi je mets sur Anki. Mais genre, je mets. Ouais, c'est marrant. Ouais, je mets les propositions. Et genre, j'en mets, je pense 15. Je mets pas toutes, mais la plupart, j'en mets 15, une quinzaine. Et je les apprends au moins. Ça, moi, je m'en souviens encore, celle qu'on a vu avant, parce que sinon. Je reviens jamais sur ce qu'on a vu il y a 6 mois. Et du coup, tu fais ton Anki genre avec une feuille blanche quoi. T'écris. Non, je fais dans ma tête. Dans ta tête. Ouais. Tu vois par exemple. Genre, je sais pas, terme d'objection. Hop, je la. Mais du coup, faut donner des noms, c'est que sur les théorèmes importants. Ouais, mais tu vois, des trucs, je trouve des noms, genre, je me débrouille pour savoir de quoi. Je me débrouille. Je me retrouve à la fin. Je me retrouve et en vrai, ça le fait. Hein. Bah, je sais que certains dans la classe ont des petits carnets avec par exemple toutes les formules ou tous les théorèmes avec les hyphypothèses. Ouais, ça, il existe aussi des choses, je crois que c'est le rondi mini là. Ah ouais, il y a un rondi avec juste les trucs de cours. Je sais pas si c'est bien ou pas. Moi je l'ai acheté, mais c'est bien, jamais servi. Ah ouais. Du coup, je préférais perdre mon temps à ficher quoi. Ça, c'est un peu le pire. À recopier le cours plutôt. Ouais, ça recopier le cours. Ouais. Après, en ESH, pour moi, c'est bien, apprendre directement sur son cours, le cours de. Ouais. Qui est extrait du cours, donc c'est un peu ridicule, je trouve. Ah non, bah moi, je fais ça, moi. C'est super. Moi, je fais vraiment ça. Sincèrement, moi, je fais ça parce que, en fait, j'ai fiché pendant presque 6 mois. Je fichais, mais ça va rien. Je fichais genre juste pour ficher et j'apprenais jamais derrière après. Parce que, en fait, pour moi, le cours, quand je le prends en note,
j'arrivais bien à l'apprendre, genre ça me dérange pas d'apprendre un peu pas des pavés, mais genre j'arrive à apprendre ça et ça le faisait bien. Après, ça dépend comment tu le prends en note, parce que moi je sais que le prof il me fait une dictée, c'est-à-dire que j'écris tout ce qu'il dit. Ouais. Mais il y en a en cours, ils commencent déjà à synthétiser. Ouais. Moi du coup j'ai un cours très complet et ma fiche elle est vraiment très synthétique par contre, c'est-à-dire c'est vraiment des mots isolés, ça va être s'il y a une théorie économique, ça va être le nom de la théorie mais qui va pas du tout être détaillé. Et quand je révise en fait je relis ma fiche et si j'ai quelque chose qui m'échappe ou que je sens que j'ai pas recompris, ben là je retourne sur mon cours pour vraiment avoir l'explication détaillée. Ok. Je suis pas du tout pareil que vous. En fait, moi, je fiche pas. J'avais essayé de ficher en début d'année, mais en fait, c'était plus parce que tout le monde disait qu'il fallait ficher et que c'était important de ficher. Mais moi, j'avais pas l'impression que ça me servait à quelque chose. Enfin, j'avais l'impression juste de perdre mon temps à essayer que ce soit beau, lisible et tout, la fiche, parce qu'il faut que ce soit réutilisable. Et du coup, j'ai arrêté de ficher. Moi, je prends juste en note en écrivant la GG. Et en fait, c'est ce que vous disiez. Moi, je synthétise déjà. Je fais déjà des petits trucs quand le prof il parle. Et après, juste je suis avec des fluos et j'ai mes codes couleurs et tout. Donc c'est un peu comme des fiches, mais direct sur mon cahier, quoi. Je me rembête pas à refaire des fiches. Ça, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on est en prépa. Je sais pas, il y a sans doute des terminales qui me regardent ou des gens qui ont juste leur admission sur Parcoursup. Il faut vraiment se créer sa propre méthode de travail. C'est pour ça que moi, c'est ce qu'on me disait souvent, j'ai testé beaucoup de choses au début de l'année. Il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées. J'ai tenté l'ordinateur en ESA, j'ai tenté beaucoup de choses. Et au final, j'ai ma propre méthode. Par exemple, maintenant, je suis tout à la main. Je fiche plus trop mes maths. Je continue à ficher mon ESH. Ça dépend beaucoup des gens. Faut pas vraiment se fier à ce qu'on voit sur les forums ou à ce qui se dit dans la classe. Anki, par contre, je pense qu'il faut se fier à ce qui se dit dans la classe. Non, vraiment, Anki, c'est important. Ah ouais, pas en faire. Même partout. Vrai, ça serait bien de faire ça dans toutes les matières, mais ça prend tellement de temps que c'est juste. C'est chiant. C'est chiant après de faire. C'est pénible. Et si vous êtes en terminale, je vous conseille pendant les grandes vacances de commencer juste Anki, pas forcément de vous faire des listes de fous, juste prendre en main. Oh putain, Jamais de la vie. Non, mais je veux dire, histoire de prendre en main le logiciel, parce que c'est ça qui freine beaucoup les gens en fait quand on entre en prépa, c'est que Anki c'est un logiciel obscur qui est mal fait, clairement. Non mais clairement c'est mal fait, c'est horrible, c'est illisible, mais par contre c'est très simple. Enfin, c'est très simple une fois que tu as compris, et là ça devient utilisable et très très fort. En fait, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que si on a par exemple, c'est surtout pour le vocabulaire en vrai. Et donc si on a des dates précises pour lesquelles il faut apprendre, je trouve que Quizlet c'est mieux. Parce que tu peux vraiment choisir quel vocabulaire tu veux apprendre. Mais Anki sur le long terme, c'est beaucoup mieux, je pense. Mais c'est pour ça qu'en fait Quizlet c'est vraiment un truc de court terme quoi. Enfin, c'est vraiment pour avoir un D sur 10 à ton DS de vocabulaire que tu as oublié. Je fais Quizlet, je n'ai pas Anki donc. Non mais. Moi j'ai pas fait d'Anki en début d'année en langue et je sens que du coup j'ai pris du retard sur le vocabulaire notamment. Donc c'est pas cool. Parce que moi j'apprenais un peu à l'ancienne, j'avais une petite fiche mais ça marche moins bien et puis c'est moins motivant alors que Anki quand ça devient une habitude tous les jours. C'est gratifiant. Ouais, aussi c'est vrai. Puis aussi c'est pratique. Enfin, c'est sur le téléphone. T'as un temps d'attente, je sais pas, t'attends un transport en commun, t'es dans la queue du self ou quoi, genre t'es là, t'as juste à faire quelques mots et c'est bon. Peut-être pour la culture générale, parce que ça en première année c'est assez compliqué à travailler. Ouais, il n'y a pas, c'est peut-être. Pour moi, la culture G en première année, c'est dans les deux matières, français et philo, c'est acquérir la méthode des exercices. Ouais, c'est avec ça à apprendre. Après, un peu le cours, ça peut aider en philo pour la deuxième année, mais l'essentiel sera fait en seconde année. Ouais, là, on parle vraiment de la première annne. Hein. Je vous rappelle, je fais un petit rappel, on est tous en fin de première année là. Pour toute la vidéo. Donc je le redis. Il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de. Mais pour les DS, c'est vraiment la première année en culture G. Pour moi, c'est vraiment les exercices. Ce qui nous est demandé quoi. En français, de toute façon, il n'y a pas d'épreuve où on a besoin de connaissances particulières. C'est que de la méthode. C'est que la philo où à un moment donné, on est quand même obligé d'apprendre, même si l'année prochaine, ce sera sur notre thème et du coup, ce qu'on fait maintenant, ça peut nous servir, mais ce sera pas le principal quoi. Ouais, après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, et ce que j'avais vu, c'est que ce qui était très, très souvent fait pour, par exemple, le thème, l'oral d'HEC, de CG, c'était de reprendre le thème de l'année dernière. Donc nous, c'est le thème de Le Monde.
Et c'est pour ça aussi que je me dis que notre professeur de philosophie nous fait beaucoup travailler sur le thème du monde. Ça, Parce qu'elle est spécialiste du coup maintenant. Ouais. C'est ça, et surtout aussi parce que les jurys seront habitués et auront traité le thème du monde, donc seront plus à l'aise sur ce thème-là. ça, En vrai, Donc c'est ils bien. pourront tester, Ça, c'est les gens. C'est pour ça aussi que je pense que c'est pas mal aussi d'avoir certaines connaissances sur le thème qui ne sera pas le thème de notre année, mais celle de l'année précédente. Donc voilà. Moi, juste si je pouvais finir pour clore cette discussion sur l'organisation, ce serait vraiment de dire en philo et surtout en français, c'est vraiment de lire des bonnes copies. Et là, je parle surtout vraiment pour le français. Ouais. C'est ça. très très fort. Ça, oui. C'est très rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Et vraiment, lire des bonnes copies, vous allez voir en fait la structure, les questions, puis en fait comment est-ce qu'on amène vraiment à évoluer notre sujet, quoi. Nouveau groupe, nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Je suis avec Romain, Hélène et Louise. Donc oui, c'est ce que je disais, un peu sommeil, distraction, tout ce qui tourne autour des activités et du moment important en prépa, le repos. Donc je sais pas si toi, par exemple, t'as des petites méthodes pour t'endormir plus rapidement ou comment ça se passe ton sommeil? Moi, ce que je conseille pour endormir, après chacun fait comme il veut, je pense qu'il faut déjà pas éviter de travailler trop tard. À partir de 23h minuit, il faut peut-être commencer à stopper et aller dormir parce que le sommeil reste important et c'est compliqué. Après, les semaines s'enchaînent très vite et il y a les DS le soir, donc vraiment penser à s'arrêter tôt. Et sinon, on peut travailler, mais comme je dis, on va essayer de réduire en fait au fur et à mesure le temps, au fur et à mesure qu'on s'avance dans la soirée, quoi. J'aime bien terminer en révisant les langues plutôt que faire des maths qui stimulent vraiment mon cerveau. Ok. Et du coup, tu dors combien de temps, toi, à peu près? Moi, j'essaie de dormir environ. Je suis environ à. Dans l'idéal, je fais du 23h, 7h dans l'idéal. Ok. Et vous, ça se passe comment? Moi, ça tombe plus autour de minuit, parce que comme je travaille au lycée le soir, après ça dépend des semaines. Si on a DS de maths ou d'AG, je sais que je vais beaucoup plus travailler. Et là, à la fin de l'année, je bosse quand même beaucoup moins. Mais souvent, je me couche à minuit et je me réveille vers 7h, 7h30. Donc ouais, j'essaie d'avoir 7 heures de sommeil, même s'il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais, Ok. J'avoue que ça, c'est propre à chacun parce que le temps de sommeil, ça dépend vraiment de votre physiologie. Ça non plus, faut pas trop se calquer sur les autres parce que moi, je sais que je mets beaucoup de temps à m'endormir. Donc si je me réserve 7 heures à partir du moment où je m'endors, ça veut dire que je vais peut-être dormir 6h30, 6h. Ouais. Et là, ça commence à être dur, hein, 6 heures. Hein. Moi, déjà, 7 heures. Ouais, et puis ça se tient sur quelques jours, mais la période elle dure quand même 6 semaines. Faire 6 semaines où tu dors que 5-6 heures par nuit, c'est pas possible. Et de toute façon, il y en a qui ont essayé de le faire en début d'année, mais on voit vite que c'est pas possible, on tient pas le rythme. Enfin, Ce qui est vraiment dur, je trouve, pour compléter ce que dit Hélène, c'est vraiment les DS le samedi. C'est ça en fait qui va plutôt un peu détruire le week-end, entre guillemets, parce qu'on peut pas vraiment profiter de 2 nuits entières, on peut se reposer. On a toujours le DS à 8h le samedi matin, et ça. Ouais, je vais pas dire que ça gâche un peu le rythme, mais ça diffère beaucoup du lycée. Après, en vrai, ça permet aussi, je trouve, de se coucher plus tôt le vendredi soir aussi. Ouais. Comme on sait qu'on va se lever dans tous les cas le samedi pour bosser après l'après-midi, pour le coup, on peut se permettre de se coucher peut-être plus tôt le vendredi soir aussi et être plus en forme. Parce que c'est vrai, je pense qu'on l'a vu même pendant le concours blanc, en vrai, de se coucher tard, ça mène à rien. Parce Ouais. que, enfin, Puis de toute façon, travailler tard le soir quand t'as eu des DS ou que t'as un DS le lendemain, t'arrives, t'es pas frais, t'as encore les cours dans la tête. Enfin, c'est pas. Après, c'est propre à chacun. Il y en a qui sont un peu stressés, qui vont continuer de travailler le vendredi soir. Je sais qu'avec Louise, on mange Joseph, on rentre et on se couche, quoi. Enfin, Ouais, ça dépend des gens. C'est un peu les mêmes personnes qui vont travailler le matin, avant les DS. ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment de Ouais, puis il y a des gens qui se lèvent très tôt. Après, je pense à Noéline dans la classe qui se levait à je crois à 5h30 pour faire des maths le matin. Donc après c'est pareil mais ça décale parce qu'au final c'est des filles qui vont se coucher à 21h. Ouais. Donc elles gardent autant de rythme de sommeil mais ça dépend, c'est propre à chacun. Il y en a qui préfèrent travailler le matin, d'autres le soir. ouais, moi, ça m'arrivait de faire ça aussi, de me lever le matin des fois pour bosser. Mais ça va être pour espacer par exemple les révisions, par exemple en ESH, parce que c'est vrai que quand on a énormément de trucs à apprendre, d'apprendre pendant 3 heures d'affilée, ça fait énorme, alors qu'en soi, si on apprend 1 heure le matin, 1 heure le soir, je trouve que ça espace plus les révisions. Mais après, c'est sûr que moi je sais que c'est pas durable comme rythme, parce qu'on a tendance à quand même conserver le rythme où on se couche tard le soir. Au final, ça fait des nuits un peu courtes. Donc, Ouais, c'est pas sur le long terme, c'est pas possible. C'est bien sur le court terme quand on a beaucoup de choses à faire. Le concours blanc, on n'avait pas trop le choix parce qu'on s'est trop retrouvé submergé, mais on peut pas faire ça sur 1 an, c'est pas possible. Enfin, Ok, ouais, mais ouais, c'est normal en vrai. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des petits rituels, vous, avant de vous coucher? Par exemple, tu disais que tu faisais peut-être des matières plus soft, mais vraiment, ça. le côté. Est-ce que vous êtes sur votre téléphone pour vous reposer ou juste tu fermes ton cahier d'anglais, tu fermes ton Anki, tu dors?
C'est ça. Moi, je fais surtout Anki, donc un logiciel qui permet de... Bon, c'est des decks de cartes où tu révises ton vocabulaire, en fait, comme ça. Et bah oui, comme je disais, c'est pas très stimulant, quoi. C'est juste, tu cliques sur ta souris, c'est je sais pas, et tu fais ça pendant 30 minutes, et déjà, ça te repose un peu, quand même, comparé à d'autres matières comme le SH, où tu dois comprendre les théories, apprendre le cours, ou les maths, où là, faut vraiment réfléchir, quoi. Ouais, vous, c'est... Vas-y. Bah, en vrai, je sais que moi, comme je travaille au lycée le soir, ce que j'essaie de faire, c'est à partir du moment où je rentre du lycée, je vais partir peut-être du lycée à 22h30 par exemple. Et du coup, comme ça, j'ai le temps où je rentre chez moi tranquille, je me douche. Et comme ça, c'est genre j'ai un temps de, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure où je travaille pas avant de dormir. Comme ça, je sais que je me pose direct et je dors parce que la fatigue, quoi. Donc, Pas d'écran du coup. j'essaie de pas trop y aller en vrai parce que c'est sûr que c'est plus dur de se coucher, je pense, après avoir été sur écran. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais sinon toi, du coup, Hélène? Bah moi c'est un peu pareil que Louis, c'est qu'on reste travailler ensemble aussi, on mange ensemble au self. Parce que moi j'arrive pas à travailler chez moi, je suis trop distraite trop facilement pour un rien. Mais c'est vrai, c'est pareil, je rentre, souvent j'appelle mes parents, parce que je les appelle tous les jours. Du coup c'est le rituel aussi. Parce que comme j'habite à 5 heures d'ici, c'est un peu ce qui me fait tenir aussi. Et pareil, je prends ma douche, j'essaye de pas prendre mon téléphone, c'est pour ça que j'ai enlevé les réseaux sociaux je pense décembre, j'avais enlevé TikTok parce que sinon, et c'est aussi le truc de, à un moment donné, je rentrais le soir et je prenais mon ordi, je regardais une série, mais aussi après j'avais un peu du mal parce que je me disais que je pouvais pas regarder autant que je voulais et j'étais encore plus fatiguée. Donc en fait, milieu d'année, j'étais tellement fatiguée que dès que je me posais dans mon lit, je m'endormais directement. Donc j'avais pas besoin de plus de distraction que ça. Ça peut paraître frustrant au début de se dire qu'on se couche direct après avoir travaillé parce qu'on se dit on n'a rien fait de notre journée à part ça en fait. Mais au final, très vite on se rend compte que il n'y a pas trop le choix. J'avoue que moi j'ai eu ce truc aussi de comme toi, en plus moi je travaille au lycée donc on a un peu la même routine. Je retourne chez moi vers 22h45 et je prends ma douche et juste je me dis je vais pas finir ma journée en ayant juste travaillé comme un fou, donc je reste un peu sur mon téléphone, mais ça peut vite dériver en on se couche à 23h50, à minuit. Et là c'est terrible parce qu'en plus de ça, je pense qu'il faut vraiment pas confondre le repos et être sur son téléphone, à être sur TikTok, parce qu'en fait t'as l'impression que tu te reposes parce que ton cerveau fait rien, mais en fait tu te reposes pas, à la limite ça te fatigue presque. Ça c'est une erreur classique qu'on a à peu près tous fait, je pense, de se dire mais attends, je fais que travailler, je veux quand même aller sur TikTok, mais en fait tu te rends compte de toi-même qu'en fait c'est pas possible et que t'es trop fatigué, et donc de toi-même tu dis ok, j'ai fait cette erreur là, mais comme tout le monde je vais arrêter de la faire. Après il y a les vacances, c'est difficile, sur une période c'est difficile de se dire ok, je fais que travailler, je sors pas, c'est compliqué parce que tu vois tes potes sortir, mais pendant les vacances t'auras le temps. Donc il faut juste ce mindset et se dire ok, là je fais 2 mois où je fais que travailler, mais aux vacances je pourrais profiter. C'est une question de volonté aussi, après c'est dur mais... Ouais, je pense que ce qu'il faut faire quand vraiment vous avez besoin un petit peu de vous aérer l'esprit, c'est vous fixer un peu des tâches. C'est pour ça que TikTok c'est vraiment le pire truc à faire, mais par exemple moi je sais que j'aime bien suivre un forum et je me dis j'arrive à 22h45, je regarde toutes les discussions du forum, ça me prend 10 minutes et après j'ai fini. Comme ça, t'es pas perdu dans un truc effréné. Ou alors, par exemple, si vous êtes adepte, je sais pas, d'Instagram, vous regardez les publications, les stories qui ont été dans la journée, puis après vous arrêtez. Puis même, tu peux mettre un timer. Je sais que tu peux couper ton téléphone, tu peux te dire. Tu peux mettre un programme et dire ok, je mets que 20 minutes dans la journée et après ça coupe. Donc en vrai ça peut être une solution aussi. En vrai je me dis ça moi aussi, par exemple avec les heures piles par exemple, genre à 45 je me couche, tu vois. Après ça peut vite être une fille vers l'avance. Et après tu vois les 47 et tu fais en fait jusqu'à 21h, c'est ça. Non, moi ce que je conseille sinon si vous voulez vraiment avoir des facilités pour vous endormir, c'est faire du sport dans la journée. Ça c'est une bonne idée. Après parce que oui, on n'a pas trop le temps en prépa, mais quand même il faut se forcer pour justement... Ça facilite l'endormissement en fait. T'as vraiment l'impression d'être épuisé à la fin de ta journée. T'as juste une envie, c'est de dormir, quoi. Puis il faut aussi prendre le temps. On dit souvent, oui, on n'a pas le temps, faut que je travaille, etc. Sauf qu'en soi, ok, le travail, ça change tes notes, etc. Mais il y a aussi faire du sport, voir ta famille, voir tes amis de temps en temps. Ça va aussi changer les choses parce que tu sors un week-end, tu vois. Enfin, moi, je sais que je vois souvent ma sœur les week-ends. T'arrives le lundi, t'es reposé, t'as envie de faire ta semaine, t'as pris du temps pour toi. Et en vrai, je trouve que ça change quand même vachement la donne aussi. Ouais, c'est sûr. Donc, je sais que moi, vers les concours blancs, je me sentais pas hyper bien et j'ai décidé de prendre du temps pour moi et de moins travailler. Donc, peut-être que tu culpabilises un peu, mais au final, je suis arrivée au concours, j'avais envie de le faire alors que j'aurais fait que travailler, j'aurais pas eu envie, tu vois. Donc il faut aussi savoir prendre du temps pour soi quand on a besoin. C'est hyper important de garder un équilibre à côté parce que sinon on peut vite se retrouver la tête dans le guidon un peu. Ouais, c'est ça. C'est clair, il faut pas avoir peur de tenter des choses parce que je sais que moi aussi j'étais un petit peu dans ce truc là de pas vouloir faire du sport parce que j'avais pas le temps. Et après le regroupement de DS, le premier regroupement de DS où j'avais vraiment été fatigué,
je me suis dit, faut un peu que je me mette en forme. Et là, j'ai testé de faire un peu de sport. Au début, ça a été dur. Mais en fait, quand tu vois les effets qui sont immédiats, justement, comme disait Romain, tu dors mieux, t'es plus en forme le lendemain et même toute la semaine. Là, tu te rends compte que en vrai, tu culpabilises plus quand on en fait. Et t'as même envie d'en faire, quoi. C'est ça, puis t'as fait autre chose de ta journée. Tu te dis, j'ai pas fait que travailler, j'ai fait aussi du sport, j'ai vu des gens et tout. Enfin, en vrai, ça change clairement la donne. Hein. Et même, ça permet de prendre l'air aussi, parce qu'en vrai, on est tout le temps enfermé quand on est au lycée, toujours dans une salle, on bosse et tout, même d'aller juste, je sais pas, se promener une demi-heure et tout. Ça fait trop de bien de prendre l'air un peu, même dans le parc à côté et tout. Puis tu coupes ta journée, tu reviens et t'as envie de travailler, alors que si tu bosses 5 heures d'affilée, Puis c'est normal aussi. Faut pas culpabiliser, te dire, ok, au bout de 3 heures, t'en as marre, c'est logique. Enfin, à un moment donné, tu satures. Hein, c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée de faire des nuits blanches. Hein. On gâche son sommeil pour ça, faut pas. On se dit, on est foutu pour foutu, autant dormir. C'est agréable quand même. De toute façon, tout le monde est dans la fin. On se dit souvent, les autres ils ont travaillé, mais toi aussi t'as travaillé. Et au concours blanc, personne n'était prêt. De toute façon, tu peux pas être prêt, c'est pas possible. Donc autant aller dormir et être prêt, être bien et reposer le jour J, quoi. Ouais, en vrai, faut pas négliger aussi l'aspect de pas forcément avoir toutes les connaissances, mais être sharp mentalement, quoi, être aiguisé et être capable de réfléchir, parce que même si tu connais beaucoup de choses et que tu es vraiment mort devant ta copie, tu feras rien. Et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger plutôt que d'avoir un peu plus de connaissances. C'est pour ça qu'un bon sommeil est très important. Puis même en ESH en soi, des fois par exemple, on veut trop se bourrer le crâne, puis alors que finalement des fois c'est quand on en sait le moins qu'on réfléchit le plus et qu'on est le plus à l'affût sur le sujet et tout. Ce qui est vachement valorisé, c'est la démonstration, c'est le fait de raisonner, c'est toute la problématisation qui est très valorisée. Donc ok, c'est important de connaître son cours, mais il faut surtout arriver frais et être en disposition et être capable de réfléchir, quoi. Le nombre de fois où moi j'étais fatiguée, j'arrivais devant le DS, je comprenais rien, genre faut pas faire ça, quoi, c'est pas... Ouais, je sais pas si vous aussi vous buvez des trucs pour rester en forme, café, boisson énergisante. Moi je bois que du café. À fond. En fait, j'ai toujours bu du café depuis même quand j'étais au lycée, donc je suis arrivée, j'ai besoin de café de règle générale, mais c'est vrai que j'ai un peu augmenté la dose. Après, je fais attention parce qu'il faut pas non plus trop en boire, mais je sais que moi je prends du café, je pense que j'en prends 2 tous les matins. Et y a une période, je pense décembre, où j'en reprenais le soir, pas non plus à 22h, mais tu vois à 19h avant de commencer à taffer. Après 3 par jour ça va, mais c'est juste que moi j'étais déjà habituée, c'est comme le thé, il y a plein de gens qui en prennent. Et sinon je prenais des vitamines, mais ça marchait pas du tout avec moi. Donc j'ai arrêté, et sinon on envoie café. J'avoue que les compléments alimentaires aussi c'est un truc ça. C'est un bout il y en a qui prennent, je sais que dans la classe il y en a qui prennent et ça a l'air de marcher. Après moi ça m'a pas... Mais il faut pas remplacer ça. Non, ça remplace pas le sommeil. Il faut pas se dire ok, je prends des compléments, je bois du café, donc je peux me coucher à 2h. Non, moi je prends du café parce que je suis habituée, parce que j'ai quand même une tendance à faire des petits malaises et tout. Du coup voilà. Mais non, ça remplace pas le sommeil. C'est sûr que puis ça, tu tiens en 2 jours, tu te dis ok, je prends 3 cafés, je vais tenir toute la journée, sauf que le soir t'es claqué, c'est pas possible. Donc... Ouais, non, après ça peut être un coup de fouet avant les DS. Moi je sais que souvent je fais ça avant un DS le matin, tu prends un petit café, tu te dis ça. Tu sais même pas trop si ça change quelque chose, effet placebo ou pas, mais, c'est ça, mais bon tu prends ton truc. Ça peut rassurer aussi. Ouais, j'avoue. En vrai un DS moi j'aime bien, je sais que des fois petite baisse d'énergie, t'es là tu prends une pomme-pote, c'est vraiment le truc, c'est trop bien. Ouais, il y a une dose de sucre. Ouais, vraiment. Et sinon, je sais pas si vous faites des siestes ou pas. Vous avez tenté ou il y a eu des tentatives, j'ai l'impression? Moi j'ai tenté. En fait, moi je faisais des siestes quasiment tous les jours parce que je fais tout le temps la sieste. Et du coup c'était hyper dur en arrivant en prépa parce que je restais au lycée, donc j'étais ultra fatiguée. Et j'ai un peu fait l'erreur le samedi midi, quand tu finis le DS, t'arrives chez toi, tu manges au self, t'arrives chez toi. Je dormais jusqu'à 17h. Vraiment la grosse sieste parce que j'étais fatiguée. Et en fait maintenant j'en fais plus, mais j'essaie de me coucher plus tôt. Parce qu'en fait les siestes c'est pareil, je dirais que c'est pareil que le sommeil. En fait, si c'est régulier et que tu dis ok je dors 20 minutes, ça peut être un boost d'énergie trop bien et ça peut te remettre en forme pour toute l'après-midi. Mais tu peux vite dériver à dire ok je reste 1h et demie dans le lit, en fait je mets pas de réveil. Et là c'est juste une question de volonté aussi. Mais moi j'ai fait l'erreur de pas doser les siestes. Donc en vrai non j'en fais plus. Mais... Toi Romain peut-être non? Non, moi les siestes pas trop. Je me dis que si je suis très fatigué, je fais pas grand chose, ou alors du hanky, ça fait pas réfléchir quoi. Mais non, sinon non, je préfère avoir quand même une grosse nuit plutôt que, essayer d'avoir une grosse nuit plutôt que faire des petites périodes courtes. Ça c'est propre à chacun je pense. Mais...
c'est ça, c'est l'habitude de chacun, ça dépend comment vous faites et comment vous oui, faites c'est ça. au lycée. Parce que dans la classe, il y en a qui se couchent, enfin j'ai en tête des personnes qui se couchent à 22h qui ont des très bons résultats dans les premiers de la classe. C'est pas parce qu'elles dorment très tôt et qu'elles dorment plus que d'autres qu'elles vont avoir des moins bonnes notes. Ça dépend vraiment des gens, et puis c'est aussi comment t'es efficace dans la journée. Si t'as été très efficace et que t'as besoin de 9 heures de sommeil, tu te couches à 22h et au moins t'as 9 heures de sommeil, quoi. Et ça, faut vraiment être fort mentalement, faut pas se fier aux autres. Hein. Non, ouais, ça c'est... Ouais. C'est vous et c'est vous et vous, quoi. Et du coup, justement, vous pensez que vous allez retenir des leçons de votre sommeil plus tard? Genre, parce que je sais que là, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il faut vraiment être régulier dans le sommeil. Si tu commences à faire varier tes heures de coucher, de lever, ça va être compliqué. Et vous pensez que vous allez réussir à maintenir ça ou pas, en vrai? En vrai, oui, je pense, parce que je sais que déjà plus on grandit et moins on est tenté de dormir tard, forcément, on quitte l'adolescence et tout, donc on a moins besoin de sommeil. Et en vrai, ça montre aussi, je pense que la prépa, ça nous montre que des fois, en vrai, on est capable de faire des petites nuits et d'être en forme après. En fait, ça dépend de. On n'est pas obligé de rester traîné au lit le matin, ouais, je pense que c'est juste ça. Puis, en fait, moi, j'ai découvert aussi les micro-siestes et. Ça, franchement, je pensais pas que ça marchait. J'étais hyper dubitatif par rapport à ça. Et depuis le concours blanc, là, après, on a connu la vraie fatigue. En vrai, je me dis, c'est trop efficace parce que, des fois, on est hyper fatigué et tout. T'es devant l'ordi, les yeux se ferment et tout. Vraiment, tu dors 20 minutes et après, t'es d'attaque. C'est vraiment trop bien. Douche froide aussi, ça peut être pas mal pour se remettre un petit peu. C'est bien. C'est ça. Surtout quand on n'a pas d'eau froide pendant 3 mois à l'appartement. On n'avait pas d'eau chaude. Ça, c'est un peu subi, mais ça marche quand même. ça marche. Moi, je sais que je le fais les matins et ça réveille. Le matin, on est d'attaque. Ouais, c'est pas mal. Et est-ce que justement pendant les vacances, vous maintenez un rythme sommeil ou vous êtes un peu plus calme? Moi personnellement pas du tout. Après chacun, comme on dit, ça dépend pour chacun. Mais moi les vacances, je dors le plus possible. Je me repose vraiment. C'est vraiment 2 semaines où faut vraiment, quand on revient à la rentrée, il faut pas avoir surcharger ses vacances. Il faut avoir profité. Il faut pas se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû voir telle personne. Faut arriver et être d'attaque pour 2 mois. C'est vraiment le. Enfin, moi je sais que je fais une semaine où je fais pas grand chose, je rentre chez moi parce que j'habite hyper loin, donc je profite de ma famille. Donc j'essaye de quand même me reposer à fond. Je dors beaucoup, je fais des siestes et tout. Et après je reviens à Rennes et je reprends le rythme de la prépa, me lever, tu vois, à 7h30, retravailler un peu à la BU, tout ça, me recoucher assez tard entre guillemets parce que du coup je me couche plutôt en vacances. Mais j'essaye de garder le rythme parce que je l'ai fait une fois, de me coucher un peu plus tard parce que je sortais beaucoup, même si en soi je sors toujours aux vacances un peu, mais c'était dur de se remettre dans le banc. Donc en vrai j'essaye de garder le rythme plutôt en continu sur toute l'année, quoi. Mais faut pas oublier qu'on travaille beaucoup, mais qu'il y a quand même des moments de détente. Enfin, je sais que il y a la boîte et le bar de chaque période. Donc ça, c'est une fois en 2 mois, mais il y a aussi plein de midis où tous les midis on mange ensemble. Parce il y a que des juste soirs où pour on se fait des expliquer, bouffes et en tout, fait, nous, avant chaque vacances, le jeudi, donc des vacances, quoi, on essaie un petit peu de se faire une soirée. Soit les gens vont au moins au bar, il y en a qui vont même en boîte de nuit. Ça dépend des envies de chacun. Mais on a un petit peu ce petit rituel aussi. Ouais, c'est ça. Mais de façon générale, je sais que moi, je mange quasiment tous les dimanches soirs avec Louise. Il y en a plein qui font ça. Tu peux manger avec tes potes de temps en temps. Et là, la dernière période, avant les concours blancs, on allait quand même assez souvent au bar, le week-end. Faut quand même se dire que, ok, les week-ends, c'est fait pour travailler, mais il y a aussi des moments où tu pourras voir tes potes. Enfin, moi, je vois ma sœur presque tous les week-ends, on mange ensemble quasiment tous les samedis soirs, parce que vu que je rentre pas et que tout le monde rentre, des fois c'est un peu difficile. On passe beaucoup de temps à travailler, c'est vrai, mais c'est pas toute notre vie à travailler non plus. Donc faut pas oublier ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que il faut réussir à faire la part des choses. Et puis des fois, le bon compromis, c'est peut-être aussi les moments qu'on peut pas supprimer, par exemple de manger. On sait que dans tous les cas, ce temps-là, on sera obligé de le prendre et que c'est hyper important. Donc autant des fois le partager. Parce que c'est vrai que on va pas forcément aller faire une après-midi shopping. Ça prend beaucoup trop de temps et là, c'est du temps perdu à travailler. Mais par exemple, le samedi soir, d'aller boire un verre, même si on rentre à 22h, 23h, en soi, c'est l'heure à laquelle on se couche d'habitude. Mais c'est juste que on sait que par exemple, le samedi, on a DS de 8h à midi. Si après, moi je sais que je vais à la BU directement en général, après le self. Donc si je fais déjà 13h, 19h, 19h30 à la BU, le soir, il faut décompresser aussi, sinon c'est pas possible. Oui. Ouais.
On peut peut-être dériver, parce qu'en même temps, ça me fait penser à ça. Vous, comment vous envisagez votre repas? Parce que je sais que moi, j'ai un petit peu ce truc-là de manger le plus vite possible, parce que c'est du coup du temps 5 perdu. minutes top chrono. Et après, voilà, je fais ce que je veux. Limite, à la limite, je me repose. Pas forcément que pour travailler direct, mais c'est pas ce temps où t'es entre deux, il y a beaucoup de bruit, Ouais. c'est fatigant. Bah, en vrai, moi, je vois ça comme un temps de pause. Comme la récré. Enfin, tu vois, la récré à 10h, tu prends 10 minutes, tu te racontes ta vie avec tes potes dans le couloir. Moi, je vois ça vraiment comme une pause parce que souvent, on va manger à 19h, on finit à 16h. Donc, tu travailles 3 heures, t'as une pause souvent d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et t'es reparti. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment, quand j'ai mangé au self, je suis repartie pour travailler. Parce que on a rigolé, on a pris du temps pour nous et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais quand même tendance à me dire, quand je mangeais chez moi, vite, je mange en 10 minutes, comme ça, je peux bosser. Ouais. Et en fait, j'étais pas à fond. Quand je rebossais, je me disais... Enfin, en fait, j'ai vraiment le sentiment de pas avoir pris assez de temps. Donc, en vrai, maintenant, c'est plus un temps de pause, je dirais. Nouveau thème, qui dit nouveau thème dit nouveau groupe. Donc je me retrouve avec Lucien, Alexandre et Raphaël. Donc tous des maths approfondies, sauf Raphaël qui est en maths appliquées. Je pense que ça change pas grand chose. On a eu Florian aussi tout à l'heure, donc pour vous c'est tout à l'heure en tout cas, ou peut-être dans la vidéo qui va suivre. Donc voilà, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Aujourd'hui on va parler de l'ambition. Bon alors évidemment là ça part d'un thème assez restreint, mais on va s'élargir, on va prendre le temps, on discute. Donc voilà pour ça. Donc d'abord peut-être première question pour lancer la discussion. Toi, Yusuan, est-ce que tu as appréhendé la prépa avec certaines ambitions ou alors tu y allais un peu sans savoir ce qui t'attendait? En fait, on en a parlé sur le premier interview au début de l'année, c'est que je suis venu pour faire des maths avec l'éco, de tout. En fait, l'école de commerce ne m'adresse pas en particulier, pas comme certains de mes camarades qui ont des idées bien précises. J'étais là un peu par défaut, quoi. Ouais, donc finalement, t'es arrivé, tu savais. Ouais. T'avais pas trop d'idée, parce qu'évidemment, quand on parle d'ambition, on parle d'écoles qui peuvent nous attendre. Selon les prépas dans lesquelles on est, on peut avoir forcément des ambitions qui sont différentes. Et donc, toi, t'es arrivé comme ça. Peut-être toi. Moi, c'est un peu différent. Enfin, en fait, de base, je préparais Sciences Po, du coup, sur Parcoursup. Et j'ai mis des prépas, en fait, maths et histoire, un peu on va dire, si j'ai mis Sciences Po, passait pas. Et Sciences Po, c'est pas passé. Et maintenant, je me rends compte qu'en vrai, c'est bien que ce soit pas passé. Je pense que je suis plus heureux en prépa. Et de base, du coup, j'ai pas vraiment d'ambition, vu que j'étais vraiment venu en prépa pour les matières. Mais on va dire, à la force des choses, ça fait que je me suis intéressé aux écoles de commerce, etc. Et tu te rends compte aussi que. Et je me suis rendu compte que les choses qui m'intéressaient le plus, c'était quand même dans les grosses écoles, donc c'est comme ça un peu que l'ambition s'est créée. Je trouve que c'est pas mal dans le sens où ça permet aussi au début d'année, on va dire, je travaille mais sans trop savoir. Là maintenant, je sais pourquoi je travaille, etc. Ouais. Donc je trouve que moi, l'ambition, c'est plutôt bénéfique. Du coup, tu as découvert les écoles de commerce. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je regardais un peu ça, parce que je me suis dit, si je suis là, c'est qu'il y a quelque chose. Et à partir de là, je me suis dit, là, si je veux ça, il faut vraiment que je travaille. Et c'est comme ça un peu que l'ambition est née, en fait. C'est pas en fait, je me dis, dans tous les cas, je vais faire ça, il va falloir bien que je m'intéresse à ce que je vais faire. Toi, du coup, Raphaël, pareil un peu. Moi, pareil, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. En fait, je me suis un peu lancé dans la filière en me disant que je pourrais faire Saint-Cyr. Sauf qu'au final, je suis totalement changé de cursus. Et comme je connaissais aucune école de commerce, à part HEC avant de venir, si tu veux, au final, je me suis ouvert aux débouchés, aux écoles. Et puis, j'ai développé un appétit pour la filière et plus pour les écoles en plus derrière. Après. J'avais pas à la base. Et du coup, comment tu as un peu découvert les écoles? Il y a eu des trucs qui t'ont aidé ou Ouais, on a eu quelques interventions durant l'année, notamment début d'année. Et en plus, on a pu visiter les decks quand on était en voyage à Lille. Franchement, je trouvais ça super. Même les campus, les complexes, tout ce que. Le campus c'était incroyable. Et même les masters, je trouve ça tellement vaste. Et le fait qu'on puisse faire différents masters, je trouve ça super. Mais bon, en vrai, pour l'instant, je connais encore très peu de choses sur l'école de commerce, je pense, par rapport à vous. Enfin, surtout toi, Romain. Je pense que moi, franchement, je ne m'étais pas du tout renseigné en terminale. Ouais, c'est vrai que moi, pour le coup, je suis arrivé en prépa. Ça faisait déjà longtemps, comparé à vous, j'ai l'impression que je voulais faire prépa ECG. Et donc, je savais déjà un peu à quoi m'attendre et pourquoi est-ce que j'allais dans cette filière. Après, par exemple, si je prends mon exemple, c'est que je savais limite depuis première que j'aimerais bien faire une prépa éco pour faire des maths et éco. Cependant, je ne me suis pas spécialement intéressé sur les écoles de commerce. Parce que ce cursus m'a intéressé depuis longtemps, mais pas nécessairement pour ce qui suit après, quoi. Ok. Et donc, vos ambitions, vous avez directement eu des ambitions une fois que vous êtes arrivé, donc je suppose que vous avez appris ce que c'était que les écoles de commerce, le classement aussi, parce que c'est vrai que le classement en ECG il est très présent. Oui.
Plus que dans d'autres filières, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup plus de classement. Moi, initialement, je me dis, le classement, c'était pas quelque chose qui m'importait énormément. Je me disais que, entre guillemets, à partir du. Déjà à partir du top 10, c'est déjà super bien, mais à partir du top 5, à ce moment-là, c'est tellement bien que ça se voit complètement. Ce qui a un peu changé ma vision des choses, c'est les doubles diplômes. Parce que y a, vu que moi j'ai mon père qui travaille dans l'école, qui est juré dans l'école de commerce, etc., qui me dit qu'en fait, le double diplôme maintenant, c'est quasiment. C'est extrêmement valorisé aujourd'hui. Et faire un double diplôme en école de commerce, maintenant, c'est presque la norme. En fait, beaucoup de gens font des doubles diplômes. Et là où en fait la structure de l'école, les masters, etc., ça n'a pas trop tendance à descendre entre guillemets en qualité, en tout cas dans les premières places, les doubles diplômes, ça descend très vite. C'est-à-dire moi j'ai l'impression que dès qu'on sort des parisiennes, les doubles diplômes sont très orientés de manière locale. C'est-à-dire que si on va faire un double diplôme à l'international, en fait, il faut vraiment viser très très haut. Moi c'est une des options que j'envisage, donc à ce moment-là, on va dire que je n'ai pas encore fait de choix très précis sur ce que je veux faire, mais je pense que le but aussi c'est de se fermer le moins de portes possible. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut... C'est pour ça que je pense que maintenant, moi j'ai envie de viser haut, c'est aussi pour me fermer le moins de portes possible et me dire que si jamais j'ai envie de faire un double diplôme international, etc., moi j'ai fait du japonais avant, donc pourquoi pas avec le Japon, là à ce moment-là, il faut viser très très haut. Ouais, c'est très juste. Hein. C'est vrai que nous, les decks par exemple, forcément, quand l'école arrive, elle nous présente un petit peu ce qu'elle peut nous offrir. Et en double diplôme, ça se restreint par exemple aux écoles d'ingénieurs qui sont sur l'île, dans la région. Donc c'est vrai que c'est très géographique. Et, Après, les decks proposent quand même des programmes internationaux intéressants, évidemment. Ça reste une très très bonne école. Mais c'est sûr qu'en termes de double diplôme, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus motivé à regarder vraiment le classement des écoles de commerce. Au-delà il y a un classement, mais au final, en vrai, on ne comprend pas forcément trop pourquoi il y a un classement. Ça comprend un peu comme tel. Mais dans les faits, qu'est-ce qui différencie par exemple l'ESSEC de l'ESCP? Pourquoi est-ce qu'il y a une place de différence? Mais tu penses que tu serais prêt à prendre une école où tu acceptais moins bonne pour un bon diplôme, pour un bon diplôme, plutôt que la première auquel tu acceptais? Oui, par exemple, moi bon évidemment, ça c'est dans une hypothèse idéale, mais par contre je pense que je préférerais plutôt aller à l'ESSEC qu'à HEC. Même parce que l'ESSEC a des diplômes qu'il n'y a pas forcément à HEC, ou en tout cas pas de la même manière. Et pour d'autres raisons aussi. Après, c'est sûr que si on est intéressé avec des doubles diplômes plus locaux, on peut s'intéresser avec d'autres écoles de commerce locales. Les DEC, par exemple, qui nous présentaient un double diplôme avec une école de journalisme très prestigieuse qui est à Lille. J'ai oublié le nom, mais voilà. Ou sinon, Centrale Lille, c'est quand même Centrale Lille, c'est aussi dans une école, voilà. Franchement. Et Sciences Po, Lille, etc. Donc après, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, les écoles de commerce prennent beaucoup d'importance via ces doubles diplômes, mais c'est une des choses à regarder. Peut-être une des autres choses à regarder, c'est aussi les campus, où est-ce qu'ils sont situés. Là, tu parlais de l'ESSEC, je crois que l'ESSEC a des campus qui sont dispersés un peu. Il y a un Maroc, il me semble. C'est ça. Je ne sais pas s'il y en a une école de commerce à Séoul. Oui, l'EDEC a un partenariat avec l'Université de Séoul. Ouais, c'est ça. La grosse différence que je vois, moi, c'est par exemple le CP est très tourné Europe. Ils ont des campus partout en Europe, donc Madrid, Londres, Varsovie, etc. Et donc le SCP, en fait, c'est une parisienne qui a des diplômes internationaux, etc. Mais qui est quand même beaucoup plus tournée Europe. Là où par exemple l'ESSEC ou HEC, c'est directement beaucoup plus international dans le sens des autres continents, etc. Et tu vises quoi? Enfin, juste, tu visais quel niveau d'école en début d'année et tu vises quel niveau d'école maintenant? En fait, en début d'année, je m'en fichais un peu en regardant l'école que j'avais. Moi, parce que je connaissais pas beaucoup. Je me disais, franchement, moi, je vais y aller, etc. Un peu tranquillement. Top 10, c'est bien, quoi. Top 10, c'est bien, franchement. Et maintenant, je vise juste parisienne parce que j'ai envie d'avoir un double diplôme avec. Soit en fait faire un double diplôme avec Saint-Cyr, comme tu disais, soit faire un double diplôme, et ça c'est que les parisiennes proposent par exemple, soit un double diplôme à l'étranger, au Japon, donc ce serait mes deux choix idéaux pour l'instant. Et là par contre, il faut vraiment aller dans les parisiennes pour faire quelque chose de très intéressant, etc. On se rend compte aussi, je pense, des différences et nos choix évoluent, nos ambitions évoluent aussi en fonction de la classe dans laquelle on est, parce que forcément, tu te rends compte aussi de quoi tu étais capable d'avoir. Je pense une des choses qui joue, donc ça c'est peut-être aussi assez récent, mais on a eu les résultats d'admissibilité des deuxième années, donc de notre prépa. Et ça aussi, ça peut nous permettre d'apercevoir les perspectives d'avenir qu'on pourrait avoir, notamment avec les classements actuels qu'eux avaient à notre place et que nous on a actuellement. Donc, ça paraît se comparer. Moi j'ai parlé avec une deuxième année qui avait le même rang que moi au premier semestre. Et du coup, ça m'a permis de me rassurer parce qu'elle m'a dit que je pouvais facilement voir un top 5, même top parisienne. Ouais. C'est pareil, moi j'avais ma carré qui avait sorti des concours en me disant je suis sûr d'avoir réussi, etc.
je sentais bien que bah, elle travaillait beaucoup. Ouais. Mais c'était pas, on va dire que je la voyais pas en mode une monstre de travail, en mode elle passait 24 heures sur 24 travail, quoi. Même si elle travaillait énormément, évidemment. Et en fait, au final, elle était admissible à HEC, et en fait, ça m'a. C'est super pour elle, etc. Mais moi, je me suis rendu compte que dans les faits, en fait, c'était possible, en fait. Et puis, en fait, un concours, ça joue aussi sur. Bah, en fait, sur ce journaliste, il suffit que tu tombes sur un sujet sur lequel tu es à l'aise, etc. Et beaucoup de choses peuvent jouer au concours. Et évidemment, bon, si on a 3 toute l'année, évidemment, ça va être compliqué au concours de performer, évidemment. Mais aussi, je me rends compte que les gens qui sont en tournoi parisienne, enfin, ils sont un peu comme nous, en fait. C'est pas des monstres, enfin, ils sont pas inatteignables, en fait. Ça peut se faire, en fait. Et là, aujourd'hui, nous, une partie de la classe, on était à l'ESCP pour voir des oraux. Encore une fois, on se rend compte, il n'y a pas que des cracks qui passent à l'ESCP. Il n'y a pas que des gens qui sont trop forts. Oui. Moi, en l'occurrence, j'ai plutôt des gens qui étaient à l'aise, mais j'ai eu des échos de gens qui me disaient qui arrivent à l'euro et qui font 2 questions. Enfin, on peut le faire, en fait. Il n'y a pas que des monstres, en fait. Il faut réussir à se convaincre de ça, notamment en langue, hein, où les niveaux peuvent être très inégaux en fonction si on était dans des lycées bilingues ou quoi, si on a eu une formation à la naissance, mais en tout cas de notre éducation. Ça, c'est vrai que ça peut beaucoup changer, il faut peut-être aussi se rassurer là-dessus. Et il faut aussi se rassurer, je pense, peut-être aux prépas qui sont les moins prestigieuses. Faut aussi avoir des ambitions, je pense que c'est important aussi pour se motiver à travailler. Et la même chose dans peut-être des prépas très prestigieuses. Je pense que j'imagine que ça peut être dur si on est vraiment dans le bas de classement de s'imaginer avoir les meilleures écoles, mais on est tous capables d'avoir ce qu'on veut, quoi. En fait, à force de s'y connaître, en fait, on arrive de mieux en mieux à se situer. Ouais. Par exemple, au début d'année, je me rappelle que en fait, top 10, ça semblait super, mais à force de connaître un peu le niveau de notre lycée, notamment avec les résultats de nos deuxième année, de nos carrés, on comprend que finalement, les Parisiennes sont accessibles. Elle est top 5, donc jusqu'à l'été quand même Lyon, c'est un peu le cible de notre lycée. Généralement, on vise ça principalement quand tu as le niveau de la moyenne de la classe. Franchement, c'est par ici où tu peux viser. Mais en fait, quand on est au lycée, c'est tellement flou, quoi. Et une fois, ce que je veux dire, c'est qu'une fois on a notre cible, il ne faut pas hésiter à être stratégique. Puisqu'il n'y a pas du tout les mêmes enjeux en fonction des écoles, en fonction des filières. Par exemple, assez net entre nous, les maths approfondies, avec les mathématiques appliquées, c'est que les maths jouent beaucoup plus chez nous. On devrait en soi investir beaucoup plus en maths par rapport à vous qui va être plus équilibré. Où je pense encore à l'école de Saint-Cyr. À l'occurrence, il faut se préparer physiquement aussi. Il y a l'épreuve physique derrière, c'est demi-fond, piscine, traction. Il faut s'y préparer, ça ne se travaille pas aux dernières minutes. Et je prends un cas un peu plus particulier, mais qui existe beaucoup dans le lycée. On a plusieurs à être intéressés par NSAE, École nationale de statistique et administration économique. C'est une école d'ingénieurs, donc en fait ils ont un coefficient énorme pour les mathématiques qui compte moitié en fait. Donc en vrai, faut pas hésiter à être stratégique sur les matières que on travaille un peu plus certaines que d'autres. Certains on peut, je dis pas abandonner, mais on peut se permettre de s'investir un peu moins par rapport aux autres.